Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mme Claire Beaumont. Docteur en psychopédagogie, Mme Beaumont a d'abord été psychologue scolaire et psychologue clinicienne auprès des jeunes présentant d'importants problèmes d'adaptation et de leur famille. Aujourd'hui, elle est professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Elle a dirigé la chaire de recherche sur le bien-être à l'école et la prévention de la violence entre 2012 et 2023, de même que le monitorage national de la violence dans les écoles québécoises entre 2013 et 2019. La professeure Beaumont a toujours eu à cœur que ses recherches contribuent à améliorer la qualité de vie des élèves et du personnel scolaire. Bonjour Claire. Bonjour Marie-Pierre. Merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, pour mettre nos auditeurs en contexte, Claire, vous avez récemment participé à la première édition de l'activité de transfert Question de l'heure sous la loupe de l'UMR Synergia, qui est organisée dans le cadre des rendez-vous de l'entité de recherche. Et lors de cette journée, les comités consultatifs des partenaires fondateurs de l'UMR avaient ciblé une question ou plusieurs questions en lien avec le bien-être, mais aussi la réussite éducative des élèves présentant des difficultés de l'adaptation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a fait appel à vous. Alors, dans cet épisode, aujourd'hui, vous allez nous partager les faits saillants de votre présentation qui avait pour but d'outiller les acteurs scolaires afin qu'ils soient en mesure de déployer l'apprentissage socio-émotionnel de manière structurée à l'école primaire, en tenant compte des résultats issus de la recherche, mais aussi de la réalité des milieux scolaires. C'est bien ça? Mm-hmm. Parfait. Alors, allons-y. Première question que j'ai pour vous. Pourquoi, en fait, on assiste à une popularité, je dirais, soudaine des compétences socio-émotionnelles à l'école? En fait, soudain, oui et non. En fait, ce qui est soudain, c'est peut-être plus l'idée que les émotions sont plus prises en compte en lien avec l'enseignement et l'apprentissage. Okay. Parce qu'en fait, le fait d'enseigner, c'est une profession relationnelle. Oui. Et ce qui amène beaucoup les enfants à l'école aussi, ce sont les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Avant, on appelait ça les habiletés sociales. Mm-hmm. Donc, on enseignait les habiletés sociales, mais c'était surtout aux enfants qui avaient déjà des problèmes de comportement. Okay. Donc, on s'est rendu compte au fil des ans, avec les recherches qui ont évolué depuis le temps, que, en fait, ça donnait moins de bons résultats, les habiletés sociales, parce que les jeunes avaient de la difficulté à généraliser les comportements qu'ils apprenaient en situation réelle. Et là, on s'est rendu compte que en ajoutant une partie intrapersonnelle, c'est-à-dire on avait beau montrer des comportements ou enseigner des comportements sociaux à des enfants, s'ils n'entraient pas à l'intérieur d'eux, au niveau intrapersonnel, si on n'allait pas voir avec eux c'est quoi les émotions qu'ils vivaient et quelles étaient les façons qu'ils puissent se calmer et s'autoréguler pour ensuite rentrer en relation avec les autres. Alors, de cette façon-là, on s'est rendu compte que ça donnait beaucoup plus de résultats. Okay. Et c'est comme ça que maintenant, on appelle l'enseignement des compétences socio-émotionnelles ou sociales et émotionnelles, dans le sens que c'est quelque chose qui est recommandé pour l'ensemble des élèves, l'ensemble des enfants. Parce que tous les enfants vont avoir dans leur vie des situations difficiles. Puis, bon, moi, j'en ai eu. Vous en avez eu, et qu'ils aient ou non des difficultés comportementales. On a juste à penser, par exemple, à l'adolescence, comment c'est une période où les émotions sont énormément au vif et on n'a pas beaucoup de capacité d'autorégulation. Donc, en enseignant des compétences socio-émotionnelles aux enfants et aux adolescents, on les apprend très, très jeunes à prendre soin d'eux, à identifier leurs émotions, à trouver des façons pour s'autoréguler, à identifier les besoins qui sont cachés derrière les émotions. Parce que c'est pas tout d'identifier les émotions. C'est d'apprendre à se satisfaire, à d'abord être les premiers acteurs de la prise en charge de ses propres émotions. Vous savez, la résilience, c'est comme ça qu'on apprend, c'est-à-dire à force de passer au travers des situations difficiles, c'est souvent en lien avec la capacité d'identifier nos émotions et de répondre soi-même à ses propres besoins. Oui. D'ailleurs, je ferai un petit clin d'œil là-dessus. Au niveau des compétences socio-émotionnelles, dans le sens que si on apprend très jeune aux enfants à prendre soin d'eux, alors ils vont devenir des adultes aussi capables de prendre soin d'eux dans diverses situations. C'est d'ailleurs un facteur de protection chez des adultes qui ont été intimidés lorsqu'ils étaient plus jeunes. Okay. Et dans les 4 ou 5 facteurs de protection qu'ils nous ont nommés, il y avait la chance qu'ils avaient eue quand ils étaient jeunes, même s'ils étaient bien intimidés à l'école, la chance qu'ils avaient eue de côtoyer des adultes qui leur avaient montré
leur avait appris à prendre soin d'eux dans toutes les situations de la vie. Ah, vraiment intéressant. Puis, j'imagine que ces adultes-là peuvent être, oui, le parent, mais le milieu scolaire est aussi un acteur super important. Là. Absolument. Dans le rôle des personnes qui accompagnent, c'est tellement important de prendre conscience qu'on est des modèles aussi, nos attitudes. Hein? Les enfants font plus souvent ce qu'on leur montre ou ce qu'ils nous voient faire que ce qu'on leur demande de faire. Et puis là, ben, ça me fait penser, oui, on parle des compétences socio-émotionnelles des élèves aujourd'hui, mais c'est important en tant que modèle de développer ces compétences socio-émotionnelles-là aussi chez les enseignants, chez les adultes. Là. Donc, c'est pas le sujet de notre balado et de la question, mais j'imagine que c'est aussi très, très important. Là. En fait, ça fait partie des clés d'action, tout à fait. Okay. Alors, on y vient là parce que ça fait partie des clés d'action pour bien déployer les apprentissages socio-émotionnels. La conscience que les adultes autour sont des modèles. Alors, ce n'est pas strictement ou spécifiquement le sujet qu'on aborde en premier quand on parle de ces choses-là, mais on ne peut pas passer à côté, comme par exemple les 3 principales clés d'action quand on veut déployer autour de soi les compétences socio-émotionnelles. La première, c'est bien sûr les développer d'abord pour soi, comme adulte. Et quand on les développe pour soi comme adulte, c'est aussi lié avec notre propre bien-être si on est capable d'identifier nos émotions, de les distinguer de celles des élèves. Alors, tu sais, quand j'ai dit « un élève m'a fait telle chose », l'élève ne t'a pas fait telle chose. C'est toi qui as vécu des émotions par rapport à ce que l'enfant a fait et c'est toi qui gères les émotions. Puis une des premières chose à se rappeler quand on est dans le domaine des émotions, c'est que nos émotions nous appartiennent. Oui, tout à fait. Alors, tantôt, quand je disais, il ne s'agit pas juste de les identifier, les émotions, il faut savoir trouver le besoin qui se cache derrière, le besoin qui n'a pas été satisfait, et la prise en charge de ces émotions-là. Donc, si on est un adulte, qu'on apprend à prendre en charge nos propres émotions, à ne pas les mettre sur le dos tout le temps des autres, c'est sûr qu'il peut y avoir des situations environnantes qui font en sorte qu'on est dans des situations embêtantes ou pas confortables. Mais c'est d'abord à soi de se demander qu'est-ce que ça me fait vivre ces situations-là et qu'est-ce que moi, je peux d'abord faire pour répondre à mes besoins qui ne se sont pas faits. Voilà. Très intéressant. Ça m'amène vraiment en lien avec ma deuxième question. Je demanderais comment on fait en fait pour intervenir de manière structurée pour développer les compétences sociales et émotionnelles des élèves, puis quelles sont aussi les conditions à mettre en œuvre, à respecter ou les conditions d'efficacité là, pour augmenter les chances de réussite, les chances que ça fonctionne? Oui, alors j'aime beaucoup la question parce que comme dans tous les types d'interventions, on parle de conditions gagnantes, OK? C'est-à-dire que dans l'absence de ces conditions-là, il y a moins de chances que nos interventions réussissent. Alors, j'aime aussi le terme structuré parce que pour moi, structuré, ça ne veut pas dire nécessairement des kits ou des programmes tout faits et que j'ai ça clé en main, même si ça peut paraître sécurisant d'avoir des activités clés en main. Dans le domaine des compétences socio-émotionnelles, il peut y avoir différentes façons de déployer ces compétences-là. D'ailleurs, je ferai un aparté quand on parle d'apprentissage socio-émotionnel. On parle de quelque chose qui se produit tout au long de la vie. C'est vraiment un processus, comme un processus d'apprentissage continu sur soi, sur les autres et sur nos environnements. C'est comme si, en fait, ce que je suis en train de faire avec vous, lorsque je vais sortir d'ici, je vais avoir appris, je vais avoir avancé un peu dans mon évolution aussi. Donc, on peut être structuré, organisé dans les conditions, les 3 principales conditions qu'on retrouve là, dans les écrits. Il faut d'abord se donner des conditions de travailler avec stratégie, d'utiliser des stratégies. Des stratégies pour bien déployer les compétences socio-émotionnelles. À ce moment-ci, on parlerait d'un cadre théorique. Okay? D'un cadre de référence, je dirais plutôt, parce que c'est plus que de la théorie. Un cadre de référence, ça nous permet de planifier nos interventions, d'en créer même des interventions ou des ateliers en classe qui nous ressemblent ou des ateliers qu'on connaît, qu'on a pris dans d'autres programmes et qui nous plaisent. Donc, lorsqu'on enseigne quelque chose qui nous plaît, bien, en fait, on a plus de chances que le message passe. Donc, structuré, à partir d'un cadre de référence, il y a différents cadres de référence sur les compétences socio-émotionnelles, si ce n'est que celui-là de l'organisme CASEL, qui est cet organisme qui a bien
qui a vraiment bien contribué à faire connaître l'enseignement des compétences socio-émotionnelles dans les écoles. Alors, on parle généralement d'un cadre de référence avec 5 ou 6 domaines de compétences à développer. OK. Moi, je travaille avec un cadre de référence que j'ai développé avec des partenaires avec 6 domaines de référence. Mais ça tourne toujours autour de, par exemple, la conscience de soi. On va dans l'intrapersonnel. Donc, l'identification des émotions, des besoins qui vont avec ça. Et l'autorégulation de ces émotions, se donner des moyens. Ouais. Ensuite, un autre domaine de compétences, on s'en va dans les compétences plus au niveau relationnel. Là-dedans, on a la conscience sociale qui permet de développer des aspects, par exemple, l'empathie, c'est quelque chose qui nous permet d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, si on n'est pas d'abord été dans les premières compétences du domaine de l'intrapersonnel, du domaine du moi, je vais avoir de la difficulté à écouter l'autre parce que je vais être trop emplie de mes propres choses. Donc, c'est pas de nier nos émotions, mais c'est de faire avec. Et c'est pour se concentrer sur l'autre, il faut être capable de laisser nos propres préoccupations de côté pour un moment. Donc, on parle de développer l'empathie, développer l'écoute de l'autre. Très souvent, juste écouter, ça fait une différence pour l'autre. Vraiment. Ensuite, on parle des compétences plus relationnelles comme telles au niveau de la communication. Apprendre à faire des messages clairs, apprendre à avoir des conversations courageuses, c'est pas toujours facile, à gérer des conflits. Et enfin, ce qui nous amène à prendre des décisions responsables, une fois qu'on a identifié nos émotions, qu'on s'est apaisé, puis qu'on est allé à la rencontre de l'autre pour discuter de façon plus calme, on peut prendre des décisions plus éclairées. Alors, c'est le modèle conceptuel qui a été élaboré par Castle. Et avec mon équipe, nous, on a rajouté le domaine de l'interdépendance. OK. Donc, l'interdépendance, ça nous a surtout montré que pendant la pandémie, on était tellement interdépendants des autres. Alors, les décisions que je prends ont un impact sur les autres. Les décisions que je prends peuvent avoir un impact sur mon milieu. Mais c'est aussi être conscient de l'interconnexion. Et je ne parle pas du web, là, de l'interconnexion entre les individus. On vit sur une planète, on vit dans un monde plus grand que soi et on peut contribuer à ce monde-là. Je parle, par exemple, à l'éco-responsabilité, mais c'est surtout dans le domaine de l'interdépendance qu'on va venir travailler le climat scolaire. Okay? Donc, le climat scolaire se développe avec la conscience de l'interdépendance, que ce que je fais a un impact sur l'autre et ce que les autres font a un impact sur moi et ensemble, on construit notre climat. Donc, agir de façon structurée, c'est se doter d'un cadre de référence qui nous plaît, qui nous convient. Ensuite, la deuxième condition, c'est d'agir intentionnellement. C'est-à-dire, on fait déjà beaucoup de choses au quotidien avec les enfants qui contribuent à développer leurs compétences sociales et émotionnelles. Mais il s'agit de se rendre compte d'abord de tout ce qu'on fait et d'être conscient que lorsque, par exemple, j'ai 2 enfants sur la cour de récré qui sont en conflit, si je choisis de régler leur conflit à leur place, est-ce que je suis en train de leur apprendre à régler, à prendre les choses en main? Saisir l'occasion. Exactement. Alors, si je suis conscient de l'opportunité du beau laboratoire que j'ai en face de moi pour accompagner les jeunes, leur faire rappeler, par exemple, les étapes de la résolution de conflit qu'on a apprises en classe, c'est sûr que sur le moment, ça va être plus long. Okay? Par contre, c'est des petites graines qu'on sème pour aider ces enfants-là à se prendre en main et ils vont apprécier d'autant plus de nous voir comme des mentors plutôt comme des contrôleurs. Et la dernière condition, j'y arrive, c'est vraiment de travailler en collaboration. C'est-à-dire, plus on va être d'adultes autour qui partageons les mêmes valeurs, qui croyons que les émotions, faut en prendre compte dans les apprentissages, en fait, et qu'on peut travailler avec les parents, avec tous les milieux dans lesquels les enfants vont, dans les milieux sportifs, dans la communauté. Plus on va être des adultes qui allons donner des modèles, plus on va contribuer au développement des compétences socio-émotionnelles des enfants de manière durable. Oui, c'est ça. C'est tellement intéressant ce que vous dites parce que j'ai l'impression que certaines compétences socio-émotionnelles qu'on a l'impression qu'ils sont innées chez l'enfant, chez la personne, mais au final, il faut développer ces compétences-là. J'imagine qu'elles peuvent l'être innées chez certains enfants qui ont eu, par exemple, des modèles parentaux
qui avaient des bonnes compétences socio-émotionnelles, mais c'est pas le cas pour tous, là. Donc, des fois, il faut partir de plus loin. Il faut pas l'oublier, ça. Exactement. Puis ce que vous dites, Marie-Pierre, c'est aussi vrai dans l'inverse. Il y a des études qui ont montré que des petits enfants de 1 an et demi, avant même qu'ils aient accès au langage, OK, avaient un instinct empathique. On démontrait, par exemple, dans des vidéos que un adulte, bon, par exemple, échappait plein de volume par terre et on voyait dans le coin de l'écran le petit de 1 an et demi, même pas. À peine s'il marchait, il voyait la détresse de l'adulte qui avait échappé ses volumes et faisait le mouvement d'aller aider. OK? On a aussi observé ces phénomènes-là chez les chimpanzés où il y a un instinct d'entraide. Donc, pour aider quelqu'un, il faut être capable de saisir l'émotion qu'il a, donc sortir un peu de soi. Et quand je dis que ça peut être à l'inverse, dans le sens que si des enfants sont comme ça aussi quand ils sont petits, on peut aussi brimer leur désir d'aider les autres lorsqu'on leur demande, par exemple, de se mêler de leurs affaires ou de ne pas aller aider un ami ou de rester assis à sa place, de ne pas apporter du soutien aux jeunes. On a tellement la force du modèle des adultes là, qu'il faut encourager ça, cette empathie-là, parce que oui, elle se développe, mais oui aussi, elle peut s'éteindre. C'est super intéressant. Ça m'amène à ma troisième question, en fait. Si on y va dans le plus concret, dans le quotidien, comment les enseignants, les acteurs scolaires peuvent développer les compétences socio-émotionnelles des élèves? Par quoi on commence, en fait? C'est vraiment dans le quotidien que c'est important. On peut penser que c'est peut-être avec les programmes, avec des choses très organisées, comme je disais tout à l'heure, des trucs avec des clés en main. Mais dans le quotidien, se rendre compte, l'une des conditions qu'on parlait tout à l'heure, se rendre compte consciemment de tout ce que je fais et de toutes les petites actions relationnelles que je fais au quotidien, c'est déjà quelque chose. Si avec mon cadre de référence, je peux l'associer, par exemple, au domaine intrapersonnel, à l'identification des émotions, ou si je peux l'associer plutôt à la résolution de conflits dans le domaine plus des compétences relationnelles, ou si je veux travailler sur quelque chose où je travaille mon climat de classe, mon climat de groupe, mon climat d'école, là, je m'en vais vraiment dans le domaine de l'interconnexion. C'est pour ça qu'avoir un cadre de référence tout à l'heure, ça nous sert au quotidien. On peut voir comment on peut mettre nos actions très simples ou les activités qu'on aime dans chacune des sphères de ces compétences-là qu'on veut travailler. Maintenant, au quotidien, 3 grandes clés d'action qu'il faut se rappeler. La première grande clé d'action, qui sont toutes soutenues par les diverses recherches que j'ai lues et qui continuent à se développer. La première grande clé d'action dont on a parlé tout à l'heure, il s'agissait d'être conscient qu'on est l'adulte. Donc, comme adulte, s'occuper de bonifier ses propres compétences sociales et émotionnelles, tant bien pour soi que... Donc, pour l'adulte, alors d'abord commencer à bonifier, c'est-à-dire continuer à bonifier ses propres compétences socio-émotionnelles, identifier ses émotions, se trouver des stratégies pour s'auto-réguler avant d'annoncer une conséquence, avant d'annoncer une punition ou d'annoncer quelque chose. Prendre un moment de pause, OK, pour après ça mieux revenir sur la situation qu'on a réglée, par exemple, avec un enfant. Il ne faut pas oublier que les enfants, si on ne commence pas par se mettre à leur niveau, au niveau émotivement, on n'aura pas leur écoute. Non, c'est ça. Donc, il faut vraiment faire attention de se connecter émotivement à ce qu'ils vivent et comme ça, on augmente nos chances d'être entendus et les chances qu'il entende le message qu'on a à lui donner. Donc, en pleine situation de crise, on aura beau lui dire toutes sortes de choses, le message ne passera pas, il ne l'entendra même pas. C'est pas le moment. Donc, la première clé la plus importante au quotidien, d'être conscient qu'on est un modèle. Pas un modèle dans le sens d'un ange, OK? Un modèle dans le sens que ce qu'on fait... tu sais, on dit, est-ce que les bottines suivent les babines, en fait, OK? Alors, si je demande à mes élèves dans ma classe d'arrêter de crier, et si je leur demande ça en criant, mais je suis pas sûre que je suis un bon modèle, OK? Et aussi, si je me trompe, si je fais une erreur, si j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, le modèle, c'est de dire, écoute, je suis désolée, j'ai fait telle chose, mais je vais me reprendre. Donc, c'est de montrer en modèle aux enfants qu'une erreur, c'est une erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage aussi quand on est un enfant. Okay? Donc,
l'adulte modèle doit aussi se poser des questions. C'est qu'est-ce que j'ai... c'est quoi ma conception de l'erreur? Okay? Ouais, Est-ce que je considère ça qu'il faut absolument pas en faire ou je considère plutôt que, bon, c'est normal d'en faire, on fait pas exprès pour les faire, mais quand on en fait, on apprend de ces erreurs-là. Donc, ça fait partie du processus d'apprentissage social comme académique. La deuxième clé d'action, après celle le modèle adulte, c'est vraiment d'enseigner explicitement les compétences sociales et émotionnelles et de les intégrer dans les matières scolaires. Okay. Un exemple, si je vais dans mon cadre de référence, je choisis qu'aujourd'hui, on va parler on va faire des jeux, on va parler d'identifier nos émotions, puis de trouver les besoins qui peuvent aller avec. Donc, je peux utiliser des cartes sentiments, des cartes besoins, puis les faire connecter ensemble, puis pour montrer aux enfants comment ils peuvent faire ça. Alors, je suis en train de leur enseigner de manière explicite à identifier leurs émotions et le besoin à combler qu'ils pourraient déjà combler par eux-mêmes. Oui. Si je dis, puis de façon explicite, des activités sur l'empathie, des activités sur, par exemple, aujourd'hui, on va identifier c'est quoi nos stratégies pour se calmer quand on est vraiment hyper énervé, OK? Ou qu'on a vraiment de calme. Puis, il ne faut pas penser que les émotions, on peut avoir des débordements autant dans des émotions très, très joyeuses que dans des émotions de crise. Alors, tu sais, je me souviens d'une anecdote où quand je travaillais dans les classes, j'aimais avoir des activités où on était joyeux, on s'amusait, tout ça. Et souvent, les enseignants me disaient, ben écoute, Claire, moi, je ne veux pas trop faire de blagues avec eux autres parce que je ne suis pas capable de les ramener après. J'en ai pour l'avant-midi. Effectivement. Sauf que dans l'optique de l'apprentissage socio-émotionnel, c'est de pratiquer justement le retour au calme. Que ce soit des énervements ou que ce soit des grandes peines. Quand on pratique en situation de classe le retour au calme, mais quand ça va arriver pour de vrai, ben les enfants vont être capables vont avoir plus de chances de se ramener au calme avec les activités d'autorégulation qui se sont trouvées. Ouais. Alors, donc, enseigner explicitement dans la classe et les intégrer dans les matières scolaires, c'est-à-dire la littérature jeunesse, c'est un vrai bijou. OK? Alors, on peut lire des activités, les textes avec les enfants, mais on peut aller au-delà de ça. Quand je dis agir consciemment, c'est on peut questionner les enfants sur, tu sais, le héros de cette histoire-là, est-ce que tu penses qu'il écoutait l'autre? Est-ce que tu penses qu'il était empathique avec l'autre? Ou quelles auraient pu être les autres issues de l'histoire si, par exemple, ils n'avaient pas connu, ils ne s'étaient pas entendus? OK? Donc, vraiment questionner pour consciemment, encore une fois, quand on connaît un cadre de référence, selon qu'on questionne sur les émotions, sur l'empathie, sur la résolution de conflits, sur les perceptions différentes que les jeunes peuvent avoir, puis aussi sur la notion d'observation. Oui. Je veux dire, une observation puis un jugement, c'est pas pareil. Donc, si je commence par parler avec mes amis pour régler un problème en accusant ou en ayant un jugement sur quelque chose qui s'est fait, c'est pas une observation et déjà, je suis bien mal partie. Donc, première clé d'action au quotidien, se rendre compte qu'on est le premier modèle. La deuxième clé d'action, c'est d'enseigner parce que des compétences s'enseignent explicitement ces compétences-là et les intégrer dans les différentes matières scolaires, notamment dans le gymnase de l'école. Oui. Et enfin, de les pratiquer dans le quotidien. Vraiment, à prendre le temps. Comme je disais tantôt, on sème des petites graines, mais petit à petit, on va voir des effets et bien sûr, s'associer les parents. Oui, tout à fait, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Puis, j'ai envie de vous demander, parce que j'ai l'impression que c'est une conception qu'on a souvent, est-ce que c'est nécessaire d'implanter un programme, parce que je sais qu'il en existe, des programmes de développement des compétences socio-émotionnelles à large échelle, donc pour toute l'école? Est-ce qu'on doit avoir un programme? Bon, c'est une tellement bonne question. Écoute, dans l'ensemble des recherches, ce qui est mentionné, c'est que plus il y a de gens autour qui pratiquent, qui partagent la même perception de l'importance des compétences socio-émotionnelles, et plus c'est inscrit dans la philosophie de l'école, dans les documents officiels de l'école, quand on travaille avec les parents, quand l'ensemble des enseignants et du personnel scolaire savent qu'ils sont des modèles, quand l'ensemble de tout ça, ce sont des conditions
idéal. OK? Quand on lit des recherches, par exemple, sur les résultats de ces études-là, comme tous les résultats des programmes d'ailleurs, on comprend que ces recherches ont été menées dans un contexte contrôlé. Donc, quand on peut choisir un programme, bien sûr, mais il y a beaucoup d'embûches. Et je ne dis pas que c'est pas bon, mais il faut être conscient des embûches. Mais ma réponse simple, c'est non, c'est pas nécessaire d'attendre que toute l'école soit prête pour déployer les apprentissages socio-émotionnels. Ça doit partir d'abord de nous comme adultes. Ouais. Et j'arrive à mes clés parce que un des facteurs qui fait en sorte que certains programmes ne fonctionnent pas, c'est justement les adultes n'ont pas été suffisamment préparés. Donc, on leur enseigne des activités, on prend quelques jours, puis ça, c'est beau parce que des fois, c'est quelques heures où on leur demande, ben voici, ça, c'est la liste d'activités et on leur explique les activités. Mais on n'a pas pris souvent très, très conscience de la première clé d'action. C'est vraiment eux qui agissent comme modèle, mais qu'eux aussi comprennent au niveau des émotions tout ce qu'ils doivent enseigner. Donc, un programme de compétences sociales et émotionnelles, c'est pas un programme que je dirais qui peut être efficace si on n'a pas pris en compte toutes les considérations. Et dans les programmes, si par exemple on décide de choisir un programme, c'est absolument important que la direction de l'école le fasse avec son personnel. Oui. Il faut qu'il soit consulté. Il faut, ce qui est plus difficile, c'est d'avoir la mobilisation de tout, mais c'est pas impossible. Mais il faut se donner le temps. Alors, dans les conditions gagnantes, si on prévoit aller chercher un programme, il faut vraiment s'assurer que le programme qu'on choisit correspond aux besoins de notre milieu. Oui. Parce que les compétences peuvent ne pas être tout à fait les mêmes, les besoins les mêmes. Maintenant, est-ce que dans mon milieu, j'ai les moyens humains, financiers, les locaux? Est-ce que j'ai les moyens de bien appliquer ce programme-là selon ce que les conditions gagnantes disent souvent? Oui. Alors, dans un monde idéal, il faudrait que ce soit l'ensemble de l'école, il faudrait que ce soit l'ensemble des parents, il faudrait que ce soit l'ensemble de la communauté. J'entendais ce matin là, comment c'était difficile de garder des arbitres dans les sports parce que les adultes dans les estrades se chicanent ou sont très, très agressifs. Alors, que ça soit déployé à l'ensemble des adultes, on parlait des modèles tout à l'heure. Alors déjà, à l'école, si on peut enseigner des choses un peu plus émotionnellement positives, si on peut dire, apprendre à bien vivre ensemble, ça pourrait peut-être un peu compenser pour les modèles qui pourraient ne pas avoir à la maison. Donc, idéalement, oui, ce serait bien de penser à un programme qui englobe toute l'école, mais c'est souvent très irréaliste pour l'ensemble des milieux. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et surtout, OK, tantôt on parlait au quotidien, de toute façon, si l'école veut choisir un programme et si l'ensemble des partenaires scolaires sont d'accord, il faut se donner le temps. Il va de toute façon falloir appliquer les 3 clés d'action pour soi comme adulte d'abord. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas nécessaire d'avoir un programme pour commencer à déployer les compétences socio-émotionnelles dans votre école demain matin. Si vous gardez en tête les 3 clés d'action, alors je les développe pour moi et ensuite, je suis consciente que je suis le modèle pour les enfants. J'enseigne explicitement. Si je n'ai pas de programme ou d'activité clé en main, il existe une multitude de programmes où, comme prof, comme enseignante ou comme intervenant, il y en a que j'aime plus que d'autres. Et encore une fois, je reviens à mon cadre de référence et je peux choisir des activités. Et aussi, un des avantages, parce qu'il y a des avantages puis des inconvénients à avoir un programme clé en main et pas, mais un des avantages de ne pas en avoir un tout fait, c'est que je peux me le constituer moi-même à partir aussi des éléments d'actualité. Et ça, c'est beaucoup plus parlant pour les enfants. Alors, pour avoir un programme clé en main, ça peut sécuriser aussi. Par contre,
c'est pas dit que toutes les conditions vont être prises, comme je disais tout à l'heure. Alors, je dis, pour demain matin, c'est possible, oui, de commencer déjà là, tout de suite, à être conscient de ce qu'on fait déjà comme adulte, OK? Oui. Et être conscient de toutes les activités que je fais, à choisir dans ma deuxième clé d'action d'enseigner explicitement certaines composantes, mais il ne faudrait pas oublier de choisir des compétences qui font l'ensemble, OK? Qui balisent l'ensemble du modèle de référence qu'on a choisi. De les impliquer, de les intégrer dans les matières scolaires. C'est pas difficile, mais il faut le faire avec conscience. Il faut se ramener régulièrement là-dessus. Et enfin, la troisième clé, les pratiquer le plus souvent possible dans mon quotidien auprès des enfants. Et les petites victoires qu'on peut voir très rapidement, c'est de constater comment les jeunes apprennent vite lorsqu'ils pratiquent. C'est de voir, par exemple, dans une cour de récréation, où, un directeur m'a déjà raconté ça, c'est que, oui, il était instauré un climat beaucoup plus d'entraide et d'entraide plutôt que de jugement. Des jeunes se battent ensemble plutôt qu'un attroupement autour sont là et applaudissent et encouragent la bataille. Bien, des amis viennent séparer les deux personnes qui sont en conflit, puis leur dire, écoute, arrête là, c'est pas une bonne façon, puis tu vas avoir des conséquences. Puis, tu sais, donc, ces climats d'école-là s'installent lorsqu'on apprend aux enfants à, justement, à identifier leurs émotions, à s'autoréguler, aussi pour être plus à l'écoute de l'autre et pour venir en aide aux autres. Parce que l'entraide, c'est une des conditions importantes à développer si on veut avoir un climat scolaire positif et vraiment accueillant. Oui, c'est important dans la société en général aussi pour nos futurs citoyens là, qui vont être des adultes dans pas si longtemps. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci, Claire, pour cette discussion. C'était vraiment enrichissant. Puis, ça nous a permis d'en apprendre plus, en fait, sur comment on déploie l'apprentissage socio-émotionnel au primaire, à l'école. Donc, je t'en remercie. Puis, en terminant, je te donnerai le mot de la fin. Puis, j'aimerais aussi, si tu as des ressources ou des outils à proposer à nos auditeurs qui veulent en savoir plus, aller plus loin un peu, peut-être des cadres de référence, je ne sais pas, pour pouvoir là, implanter le développement des compétences socio-émotionnelles dans leur classe. Alors, en ce qui concerne les ressources, bien sûr, on a des fascicules qui ont été écrits, qui s'adressent au personnel du primaire, qui s'adressent aux parents, comment déployer les compétences socio-émotionnelles. Et notre toute dernière petite publication qui est vraiment déployer l'apprentissage socio-émotionnel à l'adolescence, parce qu'on pense qu'il est trop tard, mais ils ont tellement besoin de ça, les ados. Ils ont tellement besoin de nous aussi. C'est nous, les adultes, à trouver une place qui est correcte pour eux, qui est correcte pour nous, mais vraiment les aider à se développer au niveau des compétences socio-émotionnelles. C'est un gros cadeau qu'on peut faire aux ados. Donc, ces ressources-là peuvent être disponibles sur le site de l'UMR Synergia. Oui, tout à fait. Et aussi sur le site de la chaire de recherche bien-être à l'école et prévention de la violence. Et si je peux avoir le mot de la fin. Alors, ce que je dirais, c'est que en utilisant les 3 clés d'action, qui sont vraiment reconnues aussi à partir des recherches, alors ces 3 clés d'action, on les a formulées de cette façon-là, on peut déjà commencer à déployer l'apprentissage socio-émotionnel dans notre école demain matin. Et peut-être que comme ça, on va aider aux enfants à prendre soin d'eux, que c'est un beau cadeau à leur faire pour la vie, et peut-être qu'ils deviendront des citoyens assis dans les estrades de hockey, qui ne s'apprendront pas sur la tête, mais qui vont être capables de respecter les décisions des arbitres. Oui, très beau mot de la fin. Merci encore, Claire, pour votre temps. C'est très, très apprécié. Puis pour nos auditeurs qui nous écoutent, en fait, les fascicules de Claire vont être directement en lien sous l'épisode que vous écoutez, que ce soit là, dans la publication sur les réseaux sociaux ou directement en dessous. Alors, si vous voulez les consulter, je vous invite à le faire. Et comme à l'habitude, restez à l'affût de nos différents réseaux sociaux pour apprendre des prochains épisodes du balado. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Ce balado est une production de l'unité mixte de recherche Synergia, fondée en partenariat avec les centres de services scolaires de la capitale, des découvreurs et des navigateurs et l'Université Laval. Nous remercions aussi les productions Upawa qui nous permettent de vous offrir une expérience auditive sans égale.